Pour 2021, Moon a un tout nouveau site, www.moon-moon.fr. Va y jeter un œil, dis-moi ce que tu en penses et laisse-nous un dessin. 1, 2, 3, 4. Contrevent saison 2, ça commence maintenant. Il cherchait des entrepreneurs pour avoir des retours et en fait il cherchait à voir mon associé qui est Julien sur mon autre boîte, ma première boîte qui s'appelle Zenbus, et je crois que Julien n'était pas là, il y a eu un conflit d'agenda ou je sais pas quoi, et je tombe nez à nez avec Nicolas et on commence à discuter et ça s'est pas arrêté en fait. Bienvenue sur Contrevent, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs et artistes de Bretagne et du Grand Ouest. Je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon, collectif spécialisé en développement d'e-commerce Shopify sur Nantes, Rennes, Brest et Caen. Contactez-moi sur simon@moon-moon.fr si vous souhaitez plus d'informations. Avec Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes qui nous entourent et ont décidé de créer des entreprises et des projets incroyables dans notre si dynamique et belle région de France. Elles et ils nous racontent comment ils ont commencé, à quel point ils ont galéré et vous donnent leurs meilleurs conseils pour vous lancer à votre tour. Avant de commencer cet épisode, si vous aimez Contrevent et souhaitez me soutenir, vous pouvez faire 3 choses très simples. 1. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute. 2. Me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Et enfin, suivre le compte Instagram Contrevent-podcast. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux pour échanger avec moi, je vous mets tous les liens en description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous laisser avec mon invité ou mes invités du jour et vous souhaiter une excellente écoute. À bientôt. À 20 ans, je crée ma première petite boîte qui s'appelait Allodège. Je vendais des croissants à la Baule. C'était le tout début des livraisons de pizza en fait. Et donc je m'étais dit, ok, le marché des pizzas est pris, moi je vais livrer des petits déjeuners. Toujours la même chose quand t'as plus d'argent, t'es short cash. Il faut commencer à avoir des idées quoi, parce que c'est le seul moyen et ça te fait réagir, et c'est pour ça que tu vois, sur les levées de fonds etc, je pense que de ne pas avoir trop d'argent c'est assez sain en fait, parce que c'est là où tu deviens inventif, malin. Tous les projets ils ont besoin d'être financés, je m'étais dit si tu sais financer tes projets, t'arriveras à avancer quoi. Et donc je m'étais intéressé à la finance, m'a jamais été, la finance par exemple la bourse, j'ai travaillé un peu à Londres et tout, ça m'a jamais intéressé en soi, c'était beaucoup plus l'entreprise et comment financer l'entreprise, comment financer l'économie qui m'intéressait. Donc, Salut Ulrich. Salut Simon. Toujours étrange de se dire bonjour alors qu'on se voit depuis 20 minutes. La première question que je pose toujours, tu dois la connaître puisque tu m'as dit que tu avais écouté des podcasts avant, enfin certains épisodes. Si t'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire ? Celle-là, je l'ai pas entendue. Ah. J'aurais probablement un point, parce que là j'ai un point urgent dès qu'on va finir le podcast avec Olivier qui s'occupe de notre... c'est à quelle heure, dis-moi, parce qu'on a peut-être un timing. Non, t'inquiète. C'est bon. Est-ce qu'on a une petite heure devant nous ? Ouais, largement. Y a pas de souci. Ok, top. Voilà, la question aussi qui se cache derrière ça, c'est au quotidien, ton rôle pour gens de confiance, puisqu'on va en parler, c'est quoi ? Alors c'est beaucoup de choses en fait. Moi je viens de la finance en fait. J'ai commencé école de commerce, banque, un peu de banque d'affaires, beaucoup de banques de réseau. Et puis envie d'entreprendre. Donc depuis 2011, je crée des boîtes. Alors, j'en ai créé 3. Aucun exit. Donc je reste un entrepreneur qui crée des boîtes, mais pour l'instant qui vivent encore. Hein, donc c'est... et donc la dominante finance est assez naturelle chez moi. C'est le financement des boîtes, c'est un sujet que je connais. Le sujet aussi des ressources humaines. Je suis passionné par les hommes, donc tout ce qui est people. Donc je passe beaucoup de temps. J'aime le management, j'aime passer du temps avec les gens, discuter, échanger. Et puis tout ce qui est business évidemment, donc je m'occupe aussi du business et du marketing chez Gens de Confiance, donc c'est un peu les 4 sujets que j'ai. Tu fais et la finance et le marketing ? Ouais. C'est marrant, on peut penser que c'est 2 choses un peu opposées, tu vois. Ouais, c'est pas opposé, mais parce que tu dis on aimerait bien dépenser tant en marketing et puis après tu fais non, c'est beaucoup trop. Exactement, c'est l'avantage d'avoir les 2 casquettes. Tu gagnes du temps comme ça, au moins il n'y a pas de discussion, de négociation. Il peut y avoir des conflits dans ta tête, mais... Tu viens déjà un peu de le faire, mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ? Ouais, bien sûr. Moi, je suis Ulrich Legrand. J'ai un peu plus de 40 ans. J'ai 4 enfants. Je suis marié, nantais. En fait, je suis nantais d'origine même. J'ai été me balader pendant mes études, mais je suis revenu pour bosser et entreprendre.
Voilà, et entrepreneur depuis maintenant une petite dizaine d'années. Ouais, on va en parler. Est-ce que tu te souviens de la première fois où vous avez pitché Gens de confiance à des personnes? Super question. Non, je m'en souviens pas, mais je me souviens qu'on avait... Enfin, si tu veux, le pitch qu'on avait, c'était hyper simple. En fait, c'était de dire, OK... Il y a une grande marketplace bien connue qui s'appelle Le Bon Coin et ils font rien pour tout ce qui est sécurité, tout ce qui est arnaque. Et à cette époque, donc on est en 2014, et il y a pas mal de sites qui se lancent, des sites de petites annonces, en disant le Bon Coin fait un mauvais design, donc on va les attaquer sur le design. Le Bon Coin travaille mal ci ou ça, et donc on va essayer. Et nous on s'était dit, mais en fait le talon d'Achille du Bon Coin, c'est pas le design. Ouais, non, c'est la confiance, enfin c'est la sécurité, c'est les arnaques parce qu'ils font rien pour les contrer. Et donc, on peut inventer quelque chose de nouveau. Et en fait, il existait déjà des mailing lists dans certaines villes où il y avait plein d'annonces qui étaient diffusées, mais c'était vraiment pas scalable. C'était des petits trucs. Et on s'est dit, pourquoi on ferait pas une marketplace sur recommandation, donc sur parrainage pour contrer ou pour proposer autre chose en fait, et notamment pour proposer autre chose à toutes les personnes qui sont un peu vulnérables et qui se font arnaquer quoi. C'était notre sujet au début. Et puisqu'on est dessus, tu te souviens vraiment de la genèse du projet, la première fois que vous vous êtes dit ok on va lancer ça? Ouais, alors en fait c'est Nicolas et Enguerrand. C'est ça exactement. En fait c'est une histoire de rencontre. Moi j'ai rencontré deux merveilleux associés. Donc Nicolas Davoust en premier, qui m'a parlé de l'idée. C'est lui qui avait l'idée comme au tout départ. Et donc on échange là-dessus. Et en fait il était venu pour voir quelqu'un d'autre et on a commencé à discuter. Et je pense qu'on a passé 2 heures. Et... En fait, il venait voir quelqu'un d'autre pour s'associer avec lui. En fait, tu l'as court-circuité, c'est ça? Non, juste pour avoir un retour sur ses premières idées. Okay. Il cherchait des entrepreneurs pour avoir des retours. Et en fait, il cherchait à voir mon associé qui est Julien sur mon autre boîte, ma première boîte qui s'appelle Zenbus. Ouais. Et je crois que Julien n'était pas là. Il y a eu un conflit d'agenda ou je sais pas quoi. Et je tombe dernier avec Nicolas et on commence à discuter et ça s'est pas arrêté en fait. Et Nicolas avait... alors on se connaissait déjà... Enfin, on se connaissait. En fait, on s'était croisés quelques années auparavant parce que quand moi, je créais Joule, Zenbus, ma première boîte, lui créait Les Parrains. Et on était voisins de bureau à Télécom Paris Tech. Et ça, c'est en 2011, tu vois. Donc, c'est le début... Enfin, c'était le début des startups et tout. C'était un peu effervescent. Enfin, c'est toujours effervescent, mais à cette époque, c'était... ça fait un peu vieux con quand je dis ça d'ailleurs. Non, c'est intéressant d'avoir justement ce contexte. Et donc on était voisins de bureau et donc on se connaissait un petit peu parce que voilà, il y avait une trentaine de boîtes d'incubés et Nicolas était connu parce que c'était la seule boîte de l'incubateur qui faisait du chiffre d'affaires. Ça s'appelle Les Parrains, c'est ça? Ça s'appelait Les Parrains. Ça existe toujours comme et ça n'existe plus. Il pourra vous raconter ça. Mais il a arrêté cette activité. C'était un peu une muse. Mais c'est là où, par contre, il a tout compris sur le parrainage. Et c'était vraiment... c'est là où voilà, le Gens de confiance et le parrainage. Et les premières lignes de code, c'est Nicolas qui les a faites, qui les a construites dans sa tête. Et donc, c'est cette rencontre magique. Et puis, cette rencontre avec Enguerrand, qui lui est... alors, lui, c'est aussi quelqu'un encore d'extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de chance avec mes associés, c'est d'abord on s'entend très bien. Et vous vous admirez les uns les autres un peu. Ouais, et on est hyper complémentaires. On travaille sur des sujets très différents. Et Enguerrand, c'est un ancien skipper qui a fait du web et qui a pris le sujet autour de la communauté. Donc c'est vraiment le head of community. Tu vois, il a développé, il a invité les gens, il leur a dit mais posez des annonces et tout. Il a craqué le truc et c'est comme ça qu'est né aussi Gens de confiance. Donc c'était un peu ce trio, cette rencontre quoi. Canon. Est-ce que Ulrich à 18 ans, il a envie d'entreprendre? Ah ouais, carrément. Ouais. Et il entreprend d'ailleurs. Okay. Et il vend des t-shirts plutôt plus jeune. Ouais, même s'il a 18 ans aussi, mais depuis l'âge de 16 ans. À 20 ans, je crée ma première petite boîte qui s'appelait Allodège. Je vendais des croissants à la Baule. C'était le tout début des livraisons de pizza en fait. Et donc je m'étais dit ok, le marché des pizzas est pris, moi je vais livrer des petits déjeuners. Okay. Et donc pendant un été, j'ai créé une petite boîte qui s'appelait Allodège à la Baule où on livrait des petits déjeuners on a fait ça pendant 3 mois quoi. C'est marrant, donc du coup t'allais sourcer dans des boulangeries, etc. à droite à gauche, tu rassemblais, tu faisais des petits paniers et t'allais les livrer, c'est ça? Exactement, il y avait un numéro de téléphone, j'ai retrouvé des vieilles pubs et je me suis dit c'est un peu collector. Et donc
Donc voilà, c'était un peu le Deliveroo Uber Eats, mais vraiment, vraiment en avance. Donc ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale un peu conséquente. Ouais. Tu as fait une petite plateforme web, comment ça se passait? Alors, il y avait qu'un numéro de téléphone. En fait, Internet existait tout juste. En fait, si je te donne l'année, mais je pense que c'est 94, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas tout. C'est sur le Minitel 3615 à l'Odège. Exactement. Et ça marchait bien. Et c'était le tout début du téléphone portable. Et c'est ça, on avait craqué le truc parce qu'en fait, ça y est, le mobile, le GSM, venait d'être déployé. Et ça marchait, ça marchait pas mal parce que voilà, c'était un produit un peu fun, hein, mais puis on a eu beaucoup de presse, on a réussi à faire des trucs assez sympas. Très drôle. Et pourquoi t'as pas continué? Parce que tu reprenais tes études? Ouais, je reprenais mes études, puis ça gagnait pas beaucoup d'argent en fait. À la fin, en fait, ce qu'on gagnait dans la journée, on souvent le dépensait au bar le soir. Quand ça... C'est bien déjà. C'est-à-dire tu étais flat à la fin de la C'est ça, c'était à peu près l'objectif. Ouais. C'est bien. Comme j'ai envie qu'on s'entende bien, je vais te demander quelle est la question qui t'énerve le plus qu'on te pose généralement. La question qui m'énerve, alors ouais, peut-être la question. C'est sur Le Bon Coin. C'est ça, c'est sur Le Bon Coin. C'est quoi différent par rapport au Le Bon Coin? Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on est toujours comparé. Mais c'est vraiment celle-là ou en fait? Non, celle qui m'énerve le plus, c'est celle quand la presse commence à connaître gens de confiance, ils nous ont associés à l'image BCBG. Ah ouais, j'ai une question là-dessus. Ouais, c'était peut-être ça ma question piège en fait. Mais ça, c'est la question qui m'énerve un peu parce que je vais attendre que tu me la poses et j'y répondrai, mais on nous la pose sans arrêt et en fait elle est, enfin moi j'ai, voilà. C'est pas vraiment une forme de question que je vais te la poser, mais ok, on se le garde pour plus tard, tu verras. Ça marche. Je me suis fait des petits jeux, tu vois. Si demain tu devais lancer une nouvelle boîte, ça serait quoi le sujet de cette boîte-là? J'ai aucune idée. J'ai pas du tout envie de lancer d'autres boîtes. Moi, je suis heureux aujourd'hui dans ce que je fais. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets un peu extra pro entre guillemets qui te passionnent? Auquel t'aimerais peut-être plus consacrer de temps, ce genre de choses? Ce serait peut-être la découverte du monde. J'aime beaucoup voyager, beaucoup me confondre, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues. Ça, on a quand même moins le temps de le faire et en plus, Gens de Confiance est quand même très aujourd'hui franco-français, donc on est enfin en tout cas francophone. Donc ce serait ouais, probablement ça. J'ai vu, j'en profite, je rebondis sur ce que tu viens de dire. J'ai vu dans certains de vos interviews que vous alliez vous étendre à l'international. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est prévu? Alors, on a fait des tests, hein, on l'a déjà. Vous êtes Suisse-Belgique aussi en plus? C'est ça. La France, hein, c'est ça. Parce que c'est francophone. En fait, Gens de Confiance est présent partout dans le monde, mais à travers sa communauté, surtout francophone, donc les expats. Donc en fait, même aux États-Unis, je sais pas pourquoi je dis États-Unis, mais même aux États-Unis, tu as une communauté francophone qui utilise Gens de Confiance pour. Ah ouais, tout à fait. On leur parle. C'est assez intéressant l'usage qu'ils en ont, parce que c'est un usage un peu différent des gens qui sont dans la métropole. Mais ouais, carrément, on a vraiment du monde vraiment partout dans le monde et ça, c'est assez sympa. Mais du coup, l'international, donc on a fait des essais. On avait fait un essai notamment en Espagne. Au bout de 3 mois, on a vu qu'on n'y arriverait pas. En fait, fallait mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et c'était pas le bon moment. Donc ça reste. Après, on reste des entrepreneurs. Je pense que ça nous tente vraiment. Mais notre strat, je vais te la dévoiler, tu vas tout savoir. C'est ça, c'est le moment exclusif que je vais devoir couper ou pas? Attention. Non, on se dit, il faut... soyons forts sur nos points forts, on est fort en France, construisons d'abord quelque chose de solide et après on verra. Ouais. Est-ce que t'aimes un peu le foot ou pas? Ah, pas trop, non. Pas trop, non. Il y avait un entraîneur qui s'appelle Arsène Wenger qui disait: mes joueurs, je leur fais pas travailler leurs points faibles pour qu'ils deviennent meilleurs sur leurs points faibles, mais je fais travailler que leurs points forts. Ouais. Donc je confie. Ta stratégie est bonne. Tu m'attendais pour que je te dise. Excellent. Là on va revenir au tout début d'Ulrich Le Grand. Je sais pas si ça se dit comme phrase, mais voilà. Tu le disais, tu as fait des études en finance, notamment tu es passé par Strasbourg et Édimbourg aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as décidé de faire des études de finance et qu'est-ce que ça t'a apporté ces études-là et qu'est-ce que tu en as fait? Ouais, moi à l'origine, en fait, j'ai fait un bac classique et je voulais devenir expert comptable parce qu'en fait, j'avais le père d'un copain qui était expert comptable et il m'avait vendu son métier j'avais des étoiles dans les yeux, donc j'étais parti dans cette filière. Et puis je m'étais aperçu que la comptabilité c'était quand même un peu boring, quoi. Il y avait des trucs. Donc je me suis dit, je vais essayer d'élargir mon champ de compétences et je suis parti dans tout ce qui était business, quoi, en fait, plus large. Et puis la finance était assez excitante parce que en fait, ça va être trivial ce que je vais raconter, hein, mais
tous les projets, ils ont besoin d'être financés. Je m'étais dit, si tu sais financer tes projets, bah, t'arriveras à avancer, quoi. Et donc, je m'étais intéressé à la finance m'a jamais été, la finance, par exemple, la bourse, j'ai travaillé un peu à Londres et tout, ça m'a jamais intéressé en soi. C'était beaucoup plus l'entreprise et comment financer l'entreprise, comment financer l'économie qui m'intéressait. Donc, Strasbourg, parce que j'ai eu Strasbourg, on avait le choix de faire des doubles diplômes, donc, et notamment Édimbourg, je trouvais que c'était une super opportunité, donc je suis parti 2 ans là-bas, c'est des belles années. Canon. T'as fait, tu viens de le dire, t'as travaillé en banque à Londres chez Goldman Sachs. Ouais. Summer intern. Ouais, c'est ça. C'est quoi, on t'exploite pendant tout un été gratuitement, c'est ça? Alors non, t'es super bien payé en plus, mais par contre, faut beaucoup donner. Et c'est marrant parce qu'ils avaient une pub qui disait vous reviendrez différent. Ok. Je suis revenu différent. Vraiment, c'était un moment où j'ai compris ce que c'était que la vie professionnelle. Donc, t'es immergé. En fait, c'est vraiment le Summer Intern, c'est un programme. En fait, ils te font rentrer. Et t'as plein de choses tout le temps, des événements. Ils te testent, ils voient toutes tes capacités. Donc, de savoir comment tu dînes au restaurant, si tu sais tenir une conversation, jusqu'à quel type t'es dans un team building, donc dans un petit jeu un peu saut. Mais donc, on était toute une promotion d'une 40aine, donc hyper internationale. Ça, c'était génial. Il y avait des Indiens, des Américains, j'étais le seul Français. Sur ce programme, il y avait d'autres Français dans un autre programme. Et comme je venais d'Édimbourg, c'est comme ça que j'étais arrivé là. Et j'ai compris que je voulais plus bosser là-dedans, en fait. Donc, en tout cas, dans l'industrie financière. Mais c'est une expérience qui m'a vraiment marqué profondément. Ouais. Pourquoi tu t'es dit que tu voulais plus bosser là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit en fait c'est pas pour moi? Je pense la compétition qui est hyper violente dans ces milieux-là et la culture, parce que dans ce genre de boîte tu souris à une personne, t'es son meilleur ami et le lendemain tu peux lui planter un couteau dans le dos. C'est quand même un milieu assez violent. Donc en fait, les clichés qu'on a sur le monde de la finance, c'est vrai quoi finalement. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit c'est pas fait pour moi. Moi je crois en l'homme et j'ai pas du tout envie d'être ce requin que. Justement, j'allais faire le jeu des 3 différences entre Goldman Sachs et gens de confiance. Si t'avais 3 grandes différences. Après, t'as Goldman Sachs qui va me... Non, c'était une très belle expérience. Après, c'était une culture dans l'équipe que j'avais. J'aimerais beaucoup que les gens de Goldman Sachs écoutent mon podcast, mais je suis pas sûr. Hein. Non, je pense que c'est la culture. Ouais. En tout cas, nous dans mon équipe où j'étais, en effet, je trouvais que la compétition était extrêmement forte et c'était... C'est pas une culture dans laquelle je me sentais bien, quoi. Donc je pense que la première différence ce serait celle-là. Ouais. Ensuite t'as bossé pendant quasiment 10 ans chez Banque Populaire en financial advisor. Non, j'ai fait plusieurs métiers dans cette. T'es sur ton LinkedIn, mais t'as certainement dû évoluer dans la boîte différents postes, mais qu'est-ce qui fait que tu as été travailler chez eux et quel a été ton rôle là-dedans En fait, je cherchais du boulot. En fait, je suis parti voyager. Je faisais pas mon service militaire. J'avais cette chance-là, entre guillemets. Et donc, on est parti avec des copains voyager faire un grand voyage. On a pris un aller. C'était un Paris-New Delhi. On a acheté des motos et on est rentré par la route pendant 6 mois. Donc, on a traversé pas mal de pays, notamment. Énorme. On va dire toute l'Asie et puis surtout la partie Proche-Orient et donc j'avais dû emprunter de l'argent pour faire ce voyage et il fallait que je trouve un job pour rembourser. J'ai pris un peu le premier job qui m'est venu et j'étais à Nantes en train de chercher du travail. J'étais chez mes parents et j'ai trouvé et j'ai trouvé que c'était génial. En fait, je me suis vraiment éclaté dans cette boîte. Et mon premier travail, tu vois, c'était de fusionner anciennement la banque de Nantes, qui s'appelait la BPBA et la BPAV, qui était la banque d'Angers. C'était 2 banques populaires différentes. Il fallait faire une fusion. Donc là, tu avais vraiment tout un accompagnement humain. Donc j'ai découvert plein de choses dans le management, dans la gestion de projet. Et en plus je m'occupais d'une partie un peu liée à l'informatique, donc c'est des gros systèmes d'information, mais on était quand même liés à la tech et c'était le premier job passionnant. Et donc j'ai continué après c'est un peu la solution de facilité. On m'a fait grandir, évoluer dans cette entreprise et c'était quand c'est quoi le déclic qui fait que tu quittes la Banque Populaire pour lancer tes projets entrepreneuriaux, notamment Zenbus, c'est le premier projet que tu as lancé.
C'est quoi le déclic qui fait que tu te dis ok, je quitte Banque Populaire et je lance ce projet-là? En fait, j'ai toujours voulu entreprendre, comme je t'avais dit, j'avais déjà entrepris et c'était un peu une solution de facilité. J'avais mes enfants en bas âge, fallait gagner, fallait faire bouillir la marmite, donc c'était un peu difficile Et puis à un moment, il y a eu un plafond de verre, une question à se poser et ma femme Anne m'a soutenu en me disant ok, vas-y, lance-toi, c'est le moment. J'avais 34 ans, tu vois, c'est l'âge où on disait, ou 30, quelque chose comme ça, et je m'étais dit ok, go, faut y aller, quoi. C'est maintenant jamais. Voilà, exactement. Ça me rassure, c'est exactement mon âge. Justement, c'est hyper intéressant parce que tu peux te dire à 34 ans, t'as déjà tes enfants et tout, c'est un peu risqué, tu vois, entre guillemets. Comment tu t'es, ta femme t'a poussé à le faire, visiblement, mais c'était quoi le déclic précisément, toi, dans ta tête? Parce que est-ce que tu avais déjà cette idée typiquement, tu vois? Alors, je savais que je voulais entreprendre. Alors, la façon dont ça s'est passé, c'est assez simple. C'est toujours un peu la même histoire. C'est une histoire de rencontre. Et là aussi, en fait, j'avais un très bon copain, donc Olivier, mon beau-frère Julien, qui était aussi un peu dans des moments où il se posait des questions et on s'est mis à parler. On s'est dit ok, faut qu'on monte un truc ensemble. Donc on s'est associés. On a trouvé Lionel, donc qui était le 4e associé, et c'est comme ça qu'on a créé cette boîte qui s'appelle Jules. C'est pour Julien, Olivier, Ulrich, Lionel. Okay. Et puis on a lancé un premier produit qui a pas trop marché et on a dû rebondir. Et par contre le second produit, c'était quoi le premier produit que vous avez lancé? Le premier produit, c'était Zoom Zen. Des fans d'NTM. C'est ça. Et donc Zoom Zen, en fait, c'était Zenly. C'était le même pitch que Zenly, eux ont une trajectoire qui était un peu différente de la nôtre. Et en fait, nous, on n'a pas eu le product market fit, notamment à l'époque pour un problème, je pense aussi très technique, de batterie. En fait, ça pompait beaucoup de batterie de le mettre en route. Et du coup, on a dû faire un pivot, ce qui est assez classique. On n'avait plus de cash. Et moi, je suis retourné à la Banque Populaire parce que j'étais en congé pour création d'entreprise. Et ça, c'était aussi un des grands moments de solitude de ma vie. De se retrouver, tu vois, en septembre, c'est septembre 2013. Ça fait 2 ans que tu as créé, que tu es entrepreneur, que tu fais ce que tu veux, que tu fais ce que tu aimes avec tes associés, et tu te retrouves à revenir à la banque avec ton petit cartable pour reprendre le job que tu avais, qui était un job qui me plaisait, mais voilà, j'avais grandi. Et puis là, les choses se sont passées différemment. J'ai eu la chance de faire une rencontre avec le DG de la banque qui m'a fait confiance. Et là, c'est le projet c'est le projet Proximea. Proximea, exactement. Proximea. Ouais. Et du coup, en fait, tu retournes à la Banque Populaire. Ouais. Et quand tu reviens, on te propose ce projet-là, on te dit ok, t'as l'air de vouloir entreprendre, mais en même temps on a envie de te garder, on a ce projet-là, est-ce que ça t'intéresse de le... Alors pas exactement, mais c'était ça le fond, en fait, c'était plutôt que j'avais envie de faire quelque chose d'autre que le métier de conseiller entreprise, qui est un super métier, mais que j'avais déjà fait et que j'avais déjà vu. Et en fait, tu vois, là c'est le côté aussi entrepreneur et il faut avancer. Comme pendant 2 ans, j'étais vraiment immergé au milieu du web, de toute la révolution qui était déjà en marche, et tout ce qu'on appelle aujourd'hui les fintech. À l'époque, on n'employait pas ce mot-là, mais en fait, j'ai écrit une petite note d'une 15aine de pages qui reprenait en fait comment la finance et le monde de la bancaire pouvaient se faire disrupter. Le mot est maintenant très classique, mais à l'époque, il l'était pas. Et j'ai pris point par point sur le financement. Sur tout ce qui était Bitcoin, tout ce qui était, enfin vraiment sur tous les sujets. J'ai une question là-dessus aussi. Très 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 large. Alors c'est des sujets que maintenant j'en suis un peu éloigné, mais à l'époque j'étais vraiment immergé dedans et j'ai pris le temps, tu vois, vraiment de regarder précisément tout ce que le web allait pouvoir apporter de différent. Et en fait, je l'ai envoyé au DG, tu vois, un peu de culot, ça faut en avoir. Et puis il m'a dit ok, venez me voir. Et puis on a discuté et lui m'a dit tiens, moi il y a un truc qui m'intéresserait, c'est le financement participatif, le crowdfunding. On était au tout début et donc on a regardé les différents types de crowdfunding qui existaient. C'était tout début, tu vois, de plateformes comme Ulule. C'était et puis il y avait aussi des plateformes un peu comme Anaxago qui étaient plus, tu vois, de l'equity crowdfunding où tu investissais dans des startups, dans des éoliennes, Et nous, on a choisi de monter ça ensemble, en fait. Et donc, j'ai fait de l'intrapreneuriat pendant 3 ans. Ouais. Ok. Mais du coup, Zenbus, genre sur ton LinkedIn, apparemment,
tu dis que ça a commencé en 2011, mais en fait c'était Joule au début, Ouais, c'est ça? ouais. Et en fait, quand est-ce que ça a vraiment démarré Zenbus? En 2013 aussi, tu vois. C'est quand tu étais déjà retourné à la Banque Populaire et en fait tu faisais Proximea, en parallèle tu faisais Zenbus. Ouais, exactement. Avec les mêmes personnes avec qui tu avais créé Exactement. Joule. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer justement le pivot justement que vous avez eu entre Joule et Zenbus? Comment ça s'est créé? À quel moment vous avez En fait, on avait développé lancé le projet? Ouais, c'est là aussi, on était hyper pragmatique. Tu sais, c'est toujours la même chose quand t'as plus d'argent, t'es short cash. Il faut commencer à avoir des idées, quoi. Ouais. Parce que c'est le seul moyen et ça te fait réagir. Et c'est pour ça que tu vois, sur les levées de fonds, etc., je pense que de ne pas avoir trop d'argent, c'est assez sain, en fait, parce que c'est là où tu deviens inventif, malin. Et en fait, on avait développé une techno qui était top, qui était en fait la géolocalisation temps réel sur un smartphone. Et à l'époque, toute l'industrie du transport collectif, donc la Semitane à Nantes, tu vois, utilisait des vieux systèmes qui fonctionnaient bien, mais qui étaient sur de la radio, c'était un peu poussiéreux, c'était des gros systèmes qui coûtaient des millions d'euros. Ouais. Et nous, on leur disait, si vous mettez un téléphone dans le bus qui coûte quelques centaines d'euros, il y a plus de technologie qu'aujourd'hui dans ces petits téléphones que dans les... Et c'était le déploiement de la 3G à l'époque, où on commençait à parler de la 4G. Et on leur a dit, vous allez faire une information voyageur et après il y aura ultra précise pour tous vos usagers. Et en plus, comme la data, on va pouvoir la collecter, on va pouvoir vous donner de l'information super précise pour améliorer ce qu'on appelle l'aide à l'exploitation. Ouais, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a des points de friction sur le trajet des bus, etc. Exactement. Et c'est comme ça que c'est né. Donc en fait, on était un peu... et puis c'est les innovations un peu frugales où pour beaucoup moins cher, pour 100 fois moins cher, tu arrives à faire 100 fois mieux. Donc là, l'écart est flagrant. Sur un marché, par contre, qui est très difficile, parce que le marché du transport collectif, c'est des gens qui... ils achètent des bus, ils achètent des tramways, ils changent la hauteur des trottoirs pour les PMR. Donc ils pensent à 10 ans, 15 ans, c'est des gens c'est un travail titanesque. Donc nous, quand tu es une start-up et que tu as envie de vendre un truc et la réponse, la santé de ta boîte, elle dépend de la réponse et tu l'attends. Ouais. Là, il y avait un choc de culture assez fort. Et aujourd'hui, ça existe toujours. Ouais, bien sûr. Ouais. Et comment tu arrives à gérer, question classique, mais comment tu arrives à gérer les deux, quoi, avec à la fois Zenbus et Gens de Confiance aujourd'hui? Ouais, en fait, Zenbus, la boîte est hyper structurée. Mes associés, c'est une boîte qui est en croissance, mais vraiment bien structurée. C'est aujourd'hui 25 personnes. Ok, t'en es un peu seul. Donc elle est, en tout cas, non, il y a aussi. Si je dis ça, ils vont me dire qu'est-ce que tu racontes. Non, je vais te dire que c'est costaud aussi. Non, mais tourne sans toi. Mais sans moi, exactement. Moi, j'apporte juste mon expertise financière pour le coup. Donc très pointu auprès de Julien notamment parce que c'est qui dirige la boîte et c'est vraiment là où j'apporte de la valeur. Et en plus, si tu veux, il y a un système assez intelligent où quand je déploie quelque chose pour une boîte, en fait, je le fais pour les deux. Oui. Quand je mène une réflexion, je la mène pour les deux et donc il y a pas mal de gains. Des économies d'échelle grâce à ça, quoi. Exactement. Donc Gens de Confiance, du coup, démarre en juin 2014. Donc tu as déjà... Est-ce que tu es encore à la Banque Populaire à ce moment-là? Je suis à la Banque Populaire. Et donc tu as Zenbus en parallèle qui a mis du temps un peu, mais qui au final... qui démarre tout doucement. Vous sentez que ça va prendre, quoi. Ouais. On a une première traction. Et tu te dis, ok, je vais quand même lancer Gens de Confiance aussi. 3 jobs, quoi. Exactement. Banque Populaire. C'est ça. Et est-ce que Proximea, à ce moment-là aussi, était dans le... En fait, Proximea n'était pas encore lancé et c'était en cours de validation. Dans une banque, ça prend toujours un peu de temps. Et donc, au moment où j'ai rencontré Nicolas et qu'on a commencé à en parler, Nicolas Yanguéran, en fait, c'était pas encore complètement validé côté banque. Donc... tu vois, Olivier de Marian, qui était donc le DG de la Banque Populaire Atlantique, je savais il me soutenait clairement, donc il faut avoir un sponsor au top niveau si tu veux que ça marche, ce genre de projet. Donc je savais que ça allait sortir. Enfin, on avait de bonnes chances de penser que ça sortait, mais il y a quand même des instances dans lesquelles tu dois passer pour acclimater tout le monde. L'entrepreneuriat, c'était vu un peu comme un concurrent, en interne. Et c'est pour ça que la boîte a été créée 18 mois après. En fait, au début, pendant 18 mois, on a juste travaillé ensemble et on s'est juste amusé ensemble. Okay. Et donc ça, c'était assez sympa et comme les chiffres étaient hallucinants, on s'est dit, tiens, ce serait peut-être bien de faire une boîte quand même, parce qu'il y a un truc là. Là, on tient un truc. Mais au début, c'était juste parce que vous sentiez qu'il y avait un truc, mais que ça vous éclatiez, mais il n'y a pas de business model, quoi. Vous vous êtes dit, non. On peut faire un truc qui peut fonctionner, mais vous êtes surpris vous-même du succès que ça a eu, quoi. Ouais. Et vous avez démarré justement avec... Comment ça a démarré je sais plus comment je me suis inscrit la question, mais
Comment ça a démarré? Comment vous avez vos premiers utilisateurs? Tu me disais que c'était Enguerrand surtout qui s'est occupé de ça. Ouais, mais il a un super ou est-ce réseau. qu'au début vous avez lancé juste le truc en disant bon on verra bien si ça prend, ou est-ce que vraiment vous avez été pushy pour faire en sorte d'en avoir le plus possible? Ça c'est une magie, on saurait pas l'expliquer quoi. Il se passe un truc, c'est le bon alignement des planètes là, on sait pas trop comment. En fait, allez, la conjonction c'était que Nicolas avait codé la plateforme, elle marchait bien. Et c'était très malin, c'était bien fait en fait. Voilà, il avait déjà l'expérience des parrains, donc il avait récupéré des bouts de code, peut-être qu'il a pu. J'imagine, ouais. Puis il a, en fait, si tu veux, et Nicolas, c'est aussi dans son génie, c'est aussi un hacker. Il a un hacker mindset, donc il sait bien mettre les choses, les boutons, les bonnes phrases, etc. De l'autre côté, t'avais Enguerrand qui, lui, cherchait du boulot à l'époque, mais il était libre du coup, et il s'est mis à inviter. Il a plutôt un gros réseau. Et il s'est mis à inviter tout le monde, à en parler. Et le truc a pris. Et au début, je me souviens, on avait déposé une annonce juste pour voir. Enfin, pour tester, pour voir si ça marche. Et donc, on a eu plein de fausses. On a eu 4-5 fausses annonces. Et puis la 6e, c'était une vraie. Puis la 7e, c'était une vraie, en fait. Et puis la 8e. Et puis les gens, en fait, comme on lit le social et la marketplace, en fait, les gens, si ça les intéressait pas, eux, mais ça pouvait intéresser des amis à eux, donc ils faisaient suivre l'annonce, et du coup les personnes s'inscrivaient pour pouvoir avoir accès à l'annonce, parce qu'en fait le truc les intéressait. Et c'est comme ça qu'en fait on a eu commencé, et assez vite on a eu, je me rappelle, mais tu vois en septembre, donc c'est septembre 2014, on a une quinzaine, vingtaine d'annonces, donc on est hyper content en fait, le truc. Et puis on a... surtout sur Nantes, j'imagine. Alors non, en fait, là aussi on s'est vautré, on pensait que ce serait très très local, et en fait on était présent un peu partout. Il y a eu des hotspots, Paris évidemment, en fait Paris qui reste le hotspot avec. Et puis Nantes un petit peu, mais il y a eu des trucs un peu partout. Il y avait pas de Ok. Et comment vous avez fait? Ça existait déjà à l'époque ce truc d'avoir 3 par 1 justement pour entrer sur la plateforme? Parce qu'évidemment au début il y a 0 personne. Donc comment tu fais? Alors à l'époque c'était 1 par 1. Okay. Évidemment, ça a duré tout l'été, c'était 1 par 1. Donc c'était Enguerrand le parrain chaque fois, quoi. C'est ça qui parrainait tout le monde en fait. Mais il parrainait les gens qui connaissaient, donc ça allait quoi. Et puis, donc il y avait 1 par 1. En fait, dès septembre, octobre, on avait décidé de mettre 2 par 1 parce qu'on voulait que le réseau soit un peu sûr, etc. Et puis on est passé à 3 par 1 et on n'a jamais bougé après. Tu vois, les 3 par 1, je pense que ça date, je dirais de courant 2015. Okay, ça marche. Est-ce que vous avez levé des fonds? Ouais, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est vraiment lancé. On est en juin 2015, donc on a à peu près 1 an de projet où on s'amuse bien, on fait des trucs ensemble, on s'entend bien, ça roule. Et puis moi, je vais voir Nico et Enguerrand, je dis écoutez, je finance des boîtes, je vois les chiffres qu'on a, on a craqué un truc qui a beaucoup de valeur, ça s'appelle la viralité. Les gens s'invitent tout seuls, on a 0 budget marketing et le truc grossit tout seul. Et ça, c'est énorme. Donc, il faut qu'on lève des fonds et qu'on fasse une vraie boîte. Et donc, on part en roadshow avec Nicolas en septembre donc 2015. On choisit une dizaine de VC. Je voulais pas jouer avec les business angels, on l'avait déjà fait pour Joule, je savais le faire avec Proximia, c'était vraiment notre job de lever par la foule. Et là, j'avais vraiment envie d'avoir un vrai venture capitaliste qui t'apporte aussi autre chose, qui te pousse. Et donc on a fait 5-6 rendez-vous, et puis là Partech nous a fait confiance. Donc Romain Lavaux dit bingo, et donc on lève 500 000 euros le 7 janvier 2016. Enfin on close après les vacances, on voulait le faire avant, mais on l'avait fait après. Donc et puis là pour passer d'un Noël normal quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était marrant parce que c'est notre sentiment, c'était vraiment, t'as l'impression d'être sur une barque au milieu de l'Atlantique, et puis là t'as une échelle et tu montes sur un porte-avions quoi. Tu changes d'échelle, t'es accompagné par un VC international qui est un peu présent partout, qui te challenge. En plus, donc on arrive à doubler la mise avec BPI qui met aussi 500 000 euros. Et du coup, on a 1 million, et alors là, ça y est, c'est parti. C'est une bonne info que tu donnes là. Moi, je savais pas que BPI pouvait doubler les investissements des VC. Ouais, alors en fait, en plus, il le faisait non dilutif parce qu'il le faisait en avance remboursable. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un prêt finalement. C'était un prêt, ouais. C'est une forme de prêt, ouais, tout à fait. Oui, ok. Magique. Ok. Et alors, tout à l'heure, tu disais, quand t'as pas beaucoup d'argent, tu deviens inventif. Est-ce que cette levée de fonds, justement, vous a pas trop mis dans un confort? Comment tu analyses
Ouais, Ou est-ce que vous aviez appris justement de... déjà 1 million, c'est pas beaucoup, hein, en fait. Ça va assez vite. Mais quand même, ça donne un peu de confort. Écoute, pour moi, c'était la bonne somme, tu vois. D'ailleurs, on pouvait lever beaucoup plus parce qu'il y avait, Partech nous avait fait une term sheet ouverte où on aurait pu mettre d'autres business angels et nous, on a fait le choix de se limiter là aussi en disant, OK, on prend pas plus, ça suffit. Et là, en fait, t'as assez de boulot, hein, parce qu'avec 1 million, il fallait trouver des locaux, recruter les premiers éléments de l'équipe. Donc, on a commencé à draguer à droite à gauche, trouver un CTO, trouver des devs. Parce qu'en fait, on s'était dit à l'époque, si le produit est bon, on va gazer. Donc, on investit tout sur le produit, on fera du marketing plus tard, du commerce plus tard. Oui, puis votre plateforme avait une croissance un peu organique. Donc, tout à fait. Oui, exactement. C'est même le principe d'ailleurs de gens de confiance. Donc, ok. Vous avez relevé après derrière ou vous êtes arrêté là Non, on a relevé il y a 1 an et quelques mois auprès d'Isaïe. Ok. Alors j'avais une question, c'était à quel moment vous êtes dit mais en fait ça va marcher? En fait, moi dès le début je savais que ça allait marcher. Mais je pense que Nicolas... Tu dis ça, non mais Nicolas aura une réponse différente, je pense, et Enguerrand encore une différente, vraiment, parce que c'est très personnel. Mais moi j'avais vachement confiance. Je me disais, ouais, Nicolas, c'est un bon hacker, il voit les trucs, etc. Enguerrand, il a un réseau de malades. Moi, je sais monter des boîtes. Enfin, c'est bon, si on n'y arrive pas. Et tu vois, on avait quand même l'expérience. Qu'est-ce que tu apprends sur ta première expérience? Tu vois, souvent, on est pris par des concours, des trucs un peu, tu vois, où tu vas avoir ta photo dans le journal ou dans le concours, tu veux gagner tel prix, etc. J'avais dit, les gars, laissez tomber ça, on fait le produit, on travaille le produit, restez en focus. Et donc et je pense que voilà, et comme en fait on n'avait pas de pression financière parce qu'on vivait on avait d'autres revenus pour vivre, on a pris des bonnes décisions, des décisions long terme, tu vois, on n'a pas mis de pub qui aurait agressé, on n'a pas essayé de monétiser, on s'est dit ok, on construit quelque chose de solide et on monétisera plus tard, et du coup c'est des bonnes décisions en fait parce que long terme quoi. Ok. Et justement, aujourd'hui, tu as des annonces premium. Sur certaines annonces immobilières, faut payer un petit peu, 7 € par mois, je crois, un truc comme ça. Ça dépend en fonction du loyer, etc. Comment ont accueilli vos utilisateurs justement ce petit changement, tu vois? Parce qu'il y a toujours, j'imagine, il y a eu un ramp-up qui a dû se faire. Comment vous avez combattu cette petite friction? Ça, c'est les bonnes surprises de l'entrepreneuriat. Tu vois, il y a une des verticales où on est très fort, c'est les locations de vacances. Les gens ont des résidences secondaires, ils se disent ok, elle n'est pas utilisée au mois d'août, il y a personne dedans, je vais la louer à des gens sympas et ça me paiera ma taxe foncière, voilà, j'aurai des revenus complémentaires. J'ai vu je te coupe, mais j'ai vu dans une pub que vous avez sortie récemment là, Mamie n'aura pas besoin d'enlever ses assiettes du mur. Je trouvais ça très drôle. Alors, allez regarder la pub d'ailleurs sur YouTube en tapant Gens de confiance, elle est très bien faite. J'ai trouvé ça très, très canon. Un dédicace à Boris là, qui vient de nous rejoindre et qui a fait ça. Et en fait, attends, c'était quoi la question? C'était comment vous avez combattu la friction entre tout gratuit à tu payes un petit peu pour... ben là, donc on est très fort sur les locations de vacances. On avait, je sais plus à l'époque, mais je te dirais, on avait bien 5000 annonces. C'était gratuit. Donc les gens étaient hyper contents. Ils mettaient des annonces et ils louaient leur résidence secondaire. Donc ça leur faisait des revenus complémentaires, tout ça gratuitement. Puis à un moment, on a dit, faudrait peut-être monétiser parce que donc on avait mis ça à 12 €. Enfin, c'était un prix d'ailleurs un peu barré parce qu'on pensait plutôt mettre 20 €. On a dit, allez, on va mettre 12 € au début. Et puis, forcément, il y a une chute vertigineuse du nombre d'annonces parce que les gens n'avaient pas envie de payer. Puis à un moment, ils se sont dit, mais en fait, si je loue 2-3 semaines, je gagne 5-6 000 € en fait. Enfin, tu vois, si c'est 1 500 € la semaine, un truc, je peux payer quand même 12 € par mois, quoi, 144 € par an. Pour être serein sur la location. Exactement. Donc en fait, au début, il y a toujours un choc, il y a toujours d'ailleurs toujours un peu violent, mais on a appris maintenant, on le sait, ça fait jamais plaisir, mais et puis après, les membres, s'accoutument, mais ils comprennent aussi, on a besoin de vivre, hein, on a besoin de payer nos salaires, etc. Et le switch se fait en douceur. Enfin, non, justement, se fait souvent violemment, mais reprend en douceur, quoi. Ouais, ok. Bon, de toute façon, au final, vous, comme vous n'aviez pas de revenus là-dessus, ça vous a permis quand même de gagner un petit peu au fur et à mesure et que ça revienne, quoi. Exactement. Puis les gens qui, je pense, n'avaient pas ont arrêté de mettre des annonces, se sont dit, en fait, c'était pas mal, je vais peut-être le faire quand même si c'est payant, quoi. C'était le pari, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était les moins chers du marché, notre proposition de valeur est hyper forte.
Je veux dire, la confiance, c'est un truc magique. Hein, donc, quand les propriétaires peuvent avoir des locataires sympas qui vont pas abîmer le bien, qui vont respecter le bien, et bon, ça tout de suite. Là, je vais passer une partie de l'interview où je vais te faire 2 propositions. Et tu vas devoir choisir et me justifier pourquoi tu as choisi ça. Cœur ou tour? À cœur. Ouais, la tour, c'était le premier. Excellent. Donc, c'est la tour, c'est le premier logo. Et puis, on est passé au cœur bouclier, en fait. Parce qu'on veut quand même, quand tu regardes bien, en fait, il y a. Non, la tour, moi, c'est un logo que j'aimais bien, mais après, c'est vrai qu'il montrait que le côté sécurité, le côté on se protège. Après, il y a le côté médiéval, moi, que je trouvais ça assez sympa, parce que Nantes, enfin voilà, ça ressemble à la tour de Nantes, on était mais ce qui était assez mal compris, parce qu'on voyait pas du tout l'amour, tout le care qu'on met auprès de nos membres. Et c'est quand même notre grande force. On a un service, la Team Bonheur, qui s'occupe de nos membres. Je pense qu'on est, enfin voilà, on sait se distinguer par rapport aux autres plateformes parce qu'on répond très vite à nos membres. On a un service client, alors j'aime pas ça, mais un service membre qui est exceptionnel. Ils font un travail remarquable et c'est vraiment notre différence par rapport à d'autres plateformes. Et donc, dans la tour, tu le voyais pas. Donc, c'est comme ça qu'on a bossé avec une agence qui s'appelle Stéréo Super, qui nous a designé, et donc Boris nous a rejoint depuis. Et en fait, c'était bien le cœur qui ressemble aussi à un bouclier, parce que le bouclier, donc il y a quand même la protection. Il faut qu'elle soit là. C'est un peu notre promesse aussi. Mais il y a aussi l'amour. Donc voilà, cœur. Ok, canon. 1 million d'utilisateurs ou 10 millions d'utilisateurs? 10 millions. Je vais hyper trancher sur. Mais est-ce qu'à 10 millions, tu dilues pas un peu la confiance, justement? Alors, tu vois, c'est marrant. This is the question. C'est vrai. Ouais, en fait, moi, en lisant les différents articles sur vous, d'ailleurs, il y en a eu pas mal qui sont sortis dernièrement. Moi, je me suis dit, en fait, peut-être, est-ce que lorsqu'ils auront trop d'utilisateurs, est-ce que ça va pas justement casser un truc? Ouais. Tu vois, je me suis posé la question. Ouais. Écoute, c'est vraiment la question centrale. Tu vois, quand on a levé les fonds, là, tous les investisseurs nous posaient cette question, et elle est légitime. Et on va dire qu'en fait, on n'a pas la réponse parce que personne n'a encore monté ça. Donc, la réponse, nous, on a une conviction hyper forte. C'est notre thèse d'ailleurs. Mais c'est une thèse qu'on a défendue dès le début parce que, en fait, en 2014, quand on était 50 000 sur la plateforme, on nous avait dit, mais arrêtez, c'est bon, on est 50 000, c'est bon, si vous faites grossir, on pourra plus se faire confiance. Et nous, notre thèse, c'est qu'en fait, si la modération est bien faite, ça peut grossir, parce qu'en fait, on fait notre job, on renvoie les gens qui sont pas corrects, on sort le loup de la bergerie, ça c'est Enguerrand qui fait ça avec l'équipe, avec toute l'équipe Bonheur. Il règle les conflits, ça peut grossir. Et donc, nous, notre thèse, c'est que on peut arriver à 10 millions et garder un lien de confiance hyper fort, parce que et d'ailleurs, c'est là un peu la révolution, parce qu'en fait, la cooptation, ça existe depuis des siècles, quoi. Enfin, mais le web apporte quelque chose de nouveau, c'est qu'on peut le scaler. En tout cas, on pense que c'est possible. Ok. Et l'avenir nous dira si on a raison. Ou tort. Crypto ou bourseau? Quand je dis bourseau, c'est la bourse, tu vois. Ouais. C'est pour la rime. Ok. Très bon. Crypto. Ah, intéressant. Ouais. Je trouve que c'est passionnant ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, c'est ce que je te disais, j'en parlais déjà en 2013 avec Olivier de Marignan. D'ailleurs, au lieu d'en parler, j'aurais mieux fait d'acheter des bitcoins. Ouais, petite blague mise à part. Tu peux toujours acheter des fractions. Et en fait, crypto, parce que c'est génial ce qui se passe, le fait de décentraliser, toute l'idée de la blockchain, elle est magique. Et en fait, si je pousse un peu le truc, nous, ce qu'on crée, c'est un peu de la blockchain humaine, hein, tu sais, c'est ni plus ni moins, quoi. C'est un peu tu peux voir les personnes et par qui elles sont parrainées. C'est un peu cette notion d'audit qu'il y a dans la blockchain, en disant toute transaction est auditable jusqu'à l'origine. On peut remonter et donc on sait sa véracité, on connaît sa véracité. Et nous, c'est un peu ça aussi. Donc et crypto, parce que je trouve que ça change la donne. Alors ça, c'est la finance. Moi, j'ai fait. Je suis pas un grand fan des grandes banques financières, etc. Et donc j'étais plus du côté. En fait, entre New York et San Francisco. Je suis plus San Francisco que New York. Voilà. Je sais pas si... Ça répond complètement, non, mais c'est intéressant que quelqu'un qui ait bossé autant de temps dans la banque
Parce que je sais pas si la crypto c'est un sujet qui m'intéresse aussi pas mal, mais je sais pas si les personnes aujourd'hui qui travaillent dans des banques ou les responsables dans les banques voient d'un bon œil l'arrivée des crypto-monnaies, forcément, puisque ça va enlever certains intermédiaires sur certaines transactions. Même si les banques commencent à s'intéresser à ces technologies-là pour s'en servir pour elles-mêmes faire des transactions. Mais étant donné que tu as bossé assez longtemps en banque, je me suis dit, je m'attendais pas à ce que tu dises crypto, mais c'est intéressant justement. Ouais, en fait, le problème, il est un peu, enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu décalé, c'est où va se trouver le pouvoir central. Là, il y a la Banque de France, tu as des institutions qui sont créées, dans lesquelles on a confiance, justement. Et là, c'est complètement décentralisé avec la crypto, donc ça pose un peu ce problème, en effet, de savoir quel est l'arbitre, quel est son pouvoir, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc c'est vrai qu'il y a des vraies questions à se poser, mais non, je trouve l'idée très, très séduisante. Banque en ligne ou banque classique ? Ouais, en ligne. Je me justifierai pas. Écureuil ou investissement ? Investissement. Ouais, aller de l'avant. Ouais. Ça sert à rien de garder, je sais pas combien d'euros sur son compte en banque. C'est ça. Faut être un bon gestionnaire, un bon père de famille. Dans cette, en se disant que oui, il faut prévoir le coup dur, mais non, faut investir, faut essayer de faire bouger les choses. Confiance et loyer de 600 € ou abondance et loyer de 800 €. C'est plus dans le sens, si je mets mon annonce sur Le Bon Coin à très cher, peut-être que je vais avoir je sais pas combien de personnes qui vont postuler, je vais trouver quelqu'un, mais bon, et je vais pouvoir potentiellement avoir une plus grosse compétition. Ouais. Ou je peux dire, je mets mon annonce sur Gens de Confiance, peut-être un peu moins cher, mais par contre je suis serein sur la location, quoi. C'est ça, c'est notre pari, ouais. Donc clairement. SaaS ou open source ? Ah, super. Les deux, je pense, ouais. Mais assez open source. Nous, on pousse pas mal les équipes. On a pas mal de contributeurs chez les devs. Moi, l'idée de l'open source, c'est aussi top, quoi. C'est vraiment. Nous, on l'avait beaucoup utilisé au début pour simuler côté Zenbus tous les trajets et ça permet d'avancer très vite, de partager la connaissance, donc à fond. Ouais. Je fais une petite parenthèse, il y a un des interviews de Nicolas, je crois que c'était il y a 2 ans, où il disait que vous aviez une API que vous pouviez ouvrir à certaines entreprises. C'est toujours le cas, et qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, on avait cette idée qui était assez... en fait, c'est ce qu'on appelle, t'as le Facebook Connect. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'on appelle un SSO, c'est Single Sign-On. Pour rentrer sur d'autres services, okay. Tu utilises ta clé. Ah, ok. Et c'est ça qu'on fait. En fait, il y a un Gens de Confiance Connect. Okay. Et donc ça te permet d'arriver sur une plateforme et on sait le nombre de parentas, etc. Et donc que tu es déjà de confiance. Et donc quand tu vas louer un camping-car, de savoir que la personne en face de toi est sur Gens de Confiance et à 20 par 1, ça va te donner beaucoup plus confiance. Et donc c'est créateur de valeur. Ok, canon. Là, on va arriver dans une partie de l'interview où je vais te demander de finir mes phrases. Le Bon Coin, c'est vraiment une plateforme que j'aime car ils apportent beaucoup de choses en fait, et c'est vrai, ils rendent service à beaucoup de gens, tant sur l'emploi que l'immobilier, que les transactions. C'est très vertueux, hein. Ils font un bon job, pas complet à mon avis, mais ils font un vrai. Quand une journaliste de BFM dit que nous sommes Le Bon Coin BCBG, j'ai envie de lui dire que c'était pas vrai. C'était vrai, mais c'est plus vrai. Ah, c'était donc la question qui... C'était ça, tu vois, c'est pas vraiment une question, c'était juste que je suis tombé dessus, je me suis dit, ça va l'énerver, je pense. Bien joué. Non, oui, bah, évidemment, en fait, c'est... Quand tu commences une boîte comme ça, t'es obligé, et que t'as pas de budget marketing, et ça se fait par viralité, donc et donc c'est une transitivité, donc les personnes invitent des personnes qui leur ressemblent, c'est leur famille, leurs amis, donc forcément il y avait une teinte au départ. Et donc nous, nos réseaux, ils sont plutôt BCBG, on va dire. Et donc en effet, il y avait une teinte BCBG au départ, mais on était hyper naïfs sur le sujet en fait, parce que on était persuadés
que voilà, dès qu'on atteindrait 5 ou 10 000 personnes, on aurait toute la France, parce que l'ami d'amis d'amis, tu sais, on n'est qu'à 9 poignées de main de l'ensemble des personnes. Enfin, c'est la thèse de Barack Obama. Exactement. Et du coup, on s'était dit, bon, il n'y aura pas de sujet. Mais non, en fait, parce qu'en fait, comme on demande de parrainer des gens qu'on connaît bien, en fait, les gens qu'on connaît bien, ils te ressemblent. Donc aujourd'hui, on a vraiment... Mais à l'époque, au début, évidemment, il y avait... mais je veux dire, c'était exactement comme Facebook au début, où il fallait avoir une adresse email d'une fac, exactement, pour pouvoir s'inscrire. Et c'est normal, au début, il faut l'appliquer à une petite communauté, et ça se diffuse comme ça. Bon, et ça, on oublie de le dire, eux, ils avaient les meilleures facs des États-Unis, nous, c'était un peu les BCBG. L'entrepreneuriat, c'est sympa, sauf quand? Sauf quand tu as des décisions difficiles à prendre, notamment humaines. Je pense que c'est quelque chose qui revient assez souvent quand je pose ce type de questions. Ouais, c'est le plus dur parce que c'est des moments difficiles. Très difficile. Enfin, très difficile. Mais pour moi, c'est peut-être le plus dur. Des personnes qui partent, des boîtes. Exactement. Soit qui nous quittent, soit il faut qu'elles nous quittent, ou en tout cas, et là, il faut réussir à accompagner, faire les choses bien, et c'est là où c'est dur. S'il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir acheté des bitcoins. Merci, t'as fait la réponse. Au lieu d'en parler. J'essaie de ne pas avoir trop de regrets, tu vois. Ça, c'est aussi je veux dire presque un mantra, quoi. Il y a un truc que tu ferais différemment dans ton parcours entrepreneurial? C'est une question ambiguë, parce que d'un côté, oui, il y a 1000 trucs que je ferais différemment, mais en fait, au global, non, parce que je suis pas malheureux. Et puis on avance. Mais c'est vrai qu'on s'est pris des pains. Être entrepreneur, c'est se prendre des portes, c'est pas toujours facile. Et donc, il y a des choses qu'on aurait pu être fait différemment et un peu mieux, mais ce qui est important, c'est comme on dit souvent, c'est pas la destination, c'est la route, c'est le chemin qu'on prend, et ça fait partie du jeu, je pense. Une fois, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, c'était... Ça m'est arrivé, c'était quand? Attends, ça m'est vraiment arrivé récemment. Je me suis dit, qu'est-ce que t'es... Je me demande si c'était pas quand on pitchait des VC, ou vraiment on est... En fait... Il y a un jeu, quand tu lèves des fonds, qui est hyper dangereux. C'est que tu deviens tellement... En fait, tu t'habitues, tu fais un meeting, 2 meetings, 3 meetings, et à la fin, tu deviens tellement bon que tu sais répondre aux questions, que tu deviens hyper fort. Tu sais ce que tu veux dire, même si c'est faux. Alors t'évites de dire des choses fausses, mais en tout cas, tu sais comment bien répondre et comment présenter les choses, parce que tu vas pas dire des choses fausses. Mais du coup, tu deviens... Et à la fin, tu finis par y croire, quoi. Puis à un moment, tu lèves des fonds, c'est bien, tu as l'argent sur le compte, donc ça a été dur. Puis là, maintenant, il faut exécuter. Et là, tu dis, waouh, en fait... Est-ce que je suis capable de faire ce que j'ai dit? Exactement. Et ça, c'est le challenge d'aujourd'hui, tu vois, typiquement. Mais, Mon meilleur souvenir dans l'aventure Gens de confiance, c'est toujours la question avec le plus de réflexion. Il y en a plein, c'est dur d'arbitre. Mais je dis, peut-être que c'est la genèse, c'est les rencontres le mercredi midi, place Gralin avec Nicolas et Enguerrand. On s'asseyait sur les marches de la place Gralin, et puis on discutait pendant les 2 heures du midi là, pour échanger nos idées, etc. Ça c'était... T'as rien, donc t'as pas peur, l'avenir t'appartient. C'était des super moments, ça. Mon pire souvenir dans l'aventure Gens de confiance. Alors celle-là, je l'aurais entendue sur d'autres podcasts, donc je m'étais... Tu t'étais préparé. J'étais un peu préparé, mais mal préparé par contre, tu vois. Mais en fait, j'en ai quand même un qui m'est revenu. T'as le droit d'en citer 2 si tu veux. non, mais c'est... Ouais, je pense qu'il y en a eu... Mais celui-là, c'était... Je me rappelle, on était avec Nicolas dans un petit café, il pleuvait à Paris, et on avait rendez-vous chez Partech. Et en fait, on n'avait pas du tout compris que c'était le partner meeting et qu'ils allaient nous dire oui dans la foulée, ou on pensait qu'il y avait encore une série de... Et il pleuvait, et on était un peu au bout du rouleau, on était un peu crevés, etc. Et je m'étais dit, putain, s'il nous faut encore... parce qu'en fait, il faut faire les allers-retours à Nantes, enfin, tu vois, Nantes-Paris, c'est fatigant.
Et alors là, je me rappelle, j'ai eu un petit coup en me disant, et puis en fait, le meeting s'était hyper bien passé, et en fait, c'était le partner meeting, c'était la finale, ils ont été très très vite, en fait, sur le deal, et donc du coup, ça s'est transformé en très bon souvenir, mais je me rappelle que tu m'aurais vu 1 heure avant, et c'était vraiment dur. Ouais. C'est à la fois le pire et le meilleur moment, quoi, finalement. En fait, peut-être que c'est ça qui le met en... Parce que tu pensais qu'ils allaient encore vous traîner pendant... Exactement, ouais. C'est le grand danger, hein. Tu sais, tu te fais balader, revenez nous voir un peu plus tard quand vous aurez plus de chiffres, on va refaire un rendez-vous pour comprendre ça, etc. Non, eux, on avait eu deux meetings, un premier meeting et partner meeting direct, donc c'était... Là, on va arriver à la fin de l'interview avec les 8 dernières questions que je pose tout le temps, et qui sont assez rapides. Si les gens ont trouvé notre échange intéressant, où est-ce qu'on peut les envoyer pour qu'ils continuent à te suivre ? LinkedIn ? LinkedIn ? Ouais. Ok. J'essaie de répondre. Si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu, tu me réponds quoi ? Notre actu, on est en train de lancer du B2B. En fait, on s'essaye de... Aujourd'hui, on fait tout notre chiffre d'affaires sur les particuliers, en fait, donc le B2C. Et on se dit, en fait, il y a une poche énorme, c'est les professionnels, et donc on est en train de regarder ça. Hyper intéressant. Ouais. Et puis l'actu, c'est qu'on est en train de skiller l'équipe avec des recrutements qui sont juste déments. Si tu veux faire une annonce de recrutement, c'est maintenant. Ouais, mais on recrute à fond plein de développeurs, data scientists. C'est support aussi, donc team bonheur, donc customer success. On a de la chance, je trouve. On a changé un peu depuis 18 mois, les choses bougent, les choses changent, et ça, c'est un vrai plaisir. Pour donner envie aux gens qui voudraient postuler, les bureaux sont magnifiques. C'est quoi les 3 outils qui te font gagner le plus de temps au quotidien ? Ah ouais, alors cette question, je cette question est nulle, je ne l'aime pas. Allez, moi, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est juste mon smartphone, quoi. Faut que j'arrête de dire 3, faut dire 1, quoi. Ouais, c'est mon téléphone, après, les apps qu'il y a dessus. En fait, je pose cette question pour savoir s'il y a peut-être un truc que je connais pas, je me dis, ça va être trop bien. Ouais, et ben, en fait, depuis... Alors, ça, je comprends. Et il n'y a rien eu de révolutionnaire depuis Slack. On a déjà dû te le dire, je me souviens, il y a des réponses. Oui, ça revient souvent. Ouais, des Trello, des trucs comme ça. Des Trello, des Notion qui s'appellent... Notion. Mais après, non, j'ai rien eu de waouh récemment, en fait. Et d'ailleurs, ça manque parce que c'est chouette d'avoir un bel outil qui permet d'améliorer les choses. Notion, c'est vraiment bien. Je sais pas si vous en servez ici chez Jean. En fait, on a un espèce de... Il y a une double... Il y a un conflit et on ne sait pas encore... on n'a pas arbitré. D'accord. On va pas rentrer dans le détail. Non. C'est quoi ton rêve ? Waouh. Tu vois, il fallait écouter jusqu'au bout les interviews. Ouais, on se prépare jamais à ça. Mon rêve, je sais pas. Je sais pas. J'ai plein d'aspirations, j'en ai plein de petits, mais mon rêve, tu vois, un rêve, non. Le prochain que tu as envie de faire. Oh là là. Aller en Inde, acheter une moto. Et revenir. Ouais, pendant 6 mois de voyage. Ouais, bah justement, tu vois, ça c'est un truc, alors pas tout de suite parce que c'est prématuré, mais faire un grand voyage en famille. Ça, c'est vraiment un truc qui me plairait. Un peu comme les gens qui achètent un bateau, qui partent en bateau pendant 1 an avec leur famille. C'est ça. Ça, c'est un truc qui me ferait rêver. Alors moi, je navigue, enfin, je suis pas assez bon. En tout cas, et puis c'est très prématuré aujourd'hui, mais ouais, ça se fait aussi en van, ça se fait donc ouais, ça c'est un truc qui me plairait. Puis je sais pas sous quel format et tout, mais je pense que c'est des belles aventures. On n'a qu'une vie. Moi, je suis très aventurier. Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre ? Ce serait Oser la confiance. Ok. Dans lequel tu dirais que ce serait quoi ? C'est plutôt tu tournerais ça au niveau marketing ou plutôt au niveau humain ? C'est-à-dire est-ce que... Parce qu'en fait, il y a un aspect marketing assez fort, je trouve, sur Jean de Confiance, qui fait que le fait que ce soit un peu exclusif, ça donne envie quand même d'en faire partie, quoi. C'est vrai. Moi, c'est un sujet que j'adore et je pense que c'est hyper puissant. Et la preuve... Donc est-ce que ce serait plutôt justement sur cet aspect-là ou plutôt genre oser la confiance humaine, lancez-vous, c'est plutôt le côté humain. Entre 2 personnes ou sa propre confiance en soi ? Les deux, en fait. C'est là où... Et d'ailleurs, les deux sont liés. Ayez confiance en vous parce que c'est comme ça. Et puis, ayez confiance dans les autres, en fait. Et oser la confiance, c'est parce qu'en fait,
c'était pas confiance, c'est de la défiance de l'autre côté, et les choses sont en train de changer, et je pense que le bon pari, c'est le pari de la confiance, et je pense il y aurait un TEDx à faire assez rigolo de ça. Et derrière, en fait, de montrer aussi, mais ça, on s'intéresse pas mal au sujet, en fait, on interviewe pas mal de personnes dans une lettre qu'on a appelée Socle, où on essaye de regarder la confiance, la confiance, je sais pas. On devrait faire un podcast. Ouais, alors justement, on a choisi l'écrit, nous. L'un n'empêche pas l'autre. Mais tu vois, il y a des sujets passionnants, la confiance chez les bandits. Tu vois, en fait, dans les mafias, ils se font vachement confiance à l'intérieur. Ils ont un code d'honneur et tout, et donc c'est assez fort. C'est intéressant de regarder ça. Après, la confiance dans la justice, la confiance dans le système de santé, c'est un sujet qu'on a abordé. Là, on a interviewé Jean-David Chamboredon. C'était la confiance et les ventures capitalistes. Okay. Donc très, très concret pour nous. Comment faire confiance à un VC ? Ouais, et l'inverse. Comment font-ils confiance à des entrepreneurs ? Voilà, je pense que c'est des sujets passionnants. Enfin, en tout cas, nous, ça nous passionne, évidemment. On est au cœur de... Canon. Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast que je n'ai pas déjà invité ? Alors, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas regardé tous les podcasts, donc... Je te dirais, non, j'ai déjà. Tu vois, je dirais, dans les entrepreneurs avec qui j'aime bien, Benoît Vasseur. De chez The Tribe ? Ouais. Ok. Ouais, Benoît, super entrepreneur qui... Ouais, super entrepreneur. Très, très, toujours riche les échanges avec lui. Okay. Donc Benoît, ouais. Okay. Super entrepreneur. Top. Dis-nous quelque chose de surprenant sur toi. Waouh. Ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle question. Ouais. La question piège. Surprenant sur moi. Allez, si... c'est moi. Lors de notre voyage, donc quand on est rentré en moto entre New Delhi et Nantes, en fait, on est passé donc Pakistan, un peu d'Afghanistan, mais c'était pas loin du 11 septembre, donc on a dû partir, Iran, et on avait très envie d'aller en Irak, parce qu'en fait, c'était un pays... On suivait un peu le parcours qu'avait fait Alexandre le Grand, donc 2000 ans avant nous, et donc on essaye d'aller en Irak. Mais à l'époque, l'Irak, c'était Saddam Hussein, et donc ils nous ont laissé rentrer, mais ils nous ont pas laissé sortir. Donc en fait, on s'est retrouvé... alors, ça n'a pas duré hyper longtemps, mais on s'est retrouvé quand même 48 heures, un peu... c'était pas une vraie prison, mais on était coincés en Irak. Et là, j'avoue, ça, c'était un... Tu vois, tu pousses le truc, tu dis, OK, on est des durs, on est des aventuriers. Puis là, tout d'un coup, t'es passé la réalité aussi, ouais. En fait... Mais voilà, ça, c'était la petite anecdote de... donc, Bah, tu vois, c'était très surprenant. Si on associe Ulrich au mot contrevent, ça t'inspire quoi ? Bah voilà, quand t'es entrepreneur, moi ça me parle, contrevents et marées, c'est faut garder le cap du navire et contre les éléments de la nature, ouais, dans ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'est de changer, de faire bouger, d'avoir un impact sur le monde, de changer les choses, de pouvoir d'avoir un petit impact, tu vois, c'est pas forcément besoin d'être très gros, mais d'avoir des belles histoires, d'être créateur, de savoir qu'il y a des choses qui se passent, ça me fait, c'est pour ça que je me lève le matin. Et évidemment, quand t'apportes de l'innovation, ou tu déranges un peu, donc ouais, t'es forcément un peu, tu vas un peu contre vents et marées. Et après, faut aussi savoir se laisser porter par le vent que t'as dans le dos, parce que tu peux pas être tout le temps à contre-vent. Donc je pense qu'il faut savoir le louvoyer un peu entre les deux. Voilà. Est-ce que j'ai une petite question bonus du coup. Est-ce que justement vous avez été un peu chahuté par certains acteurs des petites annonces qui vous ont vu votre arrivée un peu d'un mauvais œil ? Ouais, ouais. Nous on pense que en fait, en France, il y a 3 acteurs, 3 gros acteurs, mais on pense surtout aux deux plus gros, on va dire Le Bon Coin et Vinted, qui font un travail juste Vinted aussi incroyable. Okay. Ouais, ils ont un produit qui est incroyable, une expérience qui est incroyable. Et après, je parle pas des verticales Airbnb, etc., Blablacar dans leur verticale, mais les généralistes comme nous. Et on a vu ce qu'a fait Le Bon Coin depuis 2014. Quand tu regardes, ils ont vachement bougé, et Vinted aussi. Et en fait, c'est quand même très concurrentiel. Donc on va essayer de challenger ça. Mais après, est-ce qu'ils vous ont contacté de près ou de loin Alors non, pas directement. Non, on est resté pour l'instant. Ouais. Et puis nous, on a envie de donner notre chance au produit. Pour l'instant, on n'a
Tu vois, on n'est pas du tout dans une optique de... on s'éclate bien, quoi. On a cette chance de bien s'entendre et de bien se marrer, donc on a envie de pousser le produit le plus loin possible. Ah oui, tu parlais éventuellement s'ils veulent vous racheter. Ouais, quand tu m'as dit contacter, j'imaginais que oui, non, mais c'était pour... pas forcément pour ça, c'était plus en mode... je sais pas, pour prendre des news, comment ça se passe. On s'est rencontrés notamment parce qu'en fait, à travers notre chez Partech, je crois, on avait croisé et ouais, on discute un peu. Puis c'est marrant. Après, notre proposition de valeur est un peu différente. On sait qui nous regardent parce que quand ils font une analyse concurrentielle, bah voilà, on est dans les radars. Donc ça nous fait hyper plaisir. En fait, on dit ça y est, on sort de l'anonymat. On est vraiment aussi dans cet esprit un peu David contre Goliath, ça nous amuse, quoi. C'était Capitaine Train et la SNCF, tu vois. On verra bien ce que ça donne, mais c'est toujours sympa d'être un peu le petit caillou dans la chaussure, le truc qui dérange, et puis on apporte un peu de valeur à notre façon. Donc on a notre raison d'être. Après ils font un super boulot. Moi je suis très admiratif et surtout ils vont vite. Donc en fait c'est bien, ça nous challenge aussi. On reste pas dans notre zone de confort. Il faut qu'on... Ouais. Merci beaucoup Ulrich en tout cas pour ton temps. Un grand merci. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as dû apprécier l'épisode. Si tu veux soutenir le podcast et m'aider à continuer de le faire vivre, tu peux t'abonner au podcast sur ton application d'écoute, mais aussi, et c'est très important pour tous les podcasteurs, me laisser une note et un commentaire sur iTunes et Apple Podcasts, même si tu n'as pas ces applications. Ça m'aide vraiment beaucoup. Viens également me dire ce que tu as pensé de l'épisode en message privé sur Instagram, contrevent-podcast. Je réponds à tous les messages. Si vous voulez retrouver mon invité et suivre son actualité, retrouvez tous les liens évoqués dans cet épisode en description du podcast. Enfin, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast Les Growth Tech, GROWTH espace TECH, et de vous y abonner. C'est un podcast qui mêle humour et actualité startup dans lequel je suis accompagné par une équipe de talents. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines. Kenavo. Bye. Ciao.